prise d'otages hier à Bamako. Dernier bilan, une vingtaine de morts. Le gouvernement malien annonce un deuil national de 3 jours et l'état d'urgence de 10 jours dans le pays. Et en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la lutte contre la grande criminalité, la direction de la police criminelle vient de mettre la main sur un gang qui sévissait dans le quartier de Williamsville. Un faux prêtre a été aussi arrêté. Et puis le 9e forum TIC pour tous, ouvert le 16 novembre dernier, a pris fin en Tunisie. La Côte d'Ivoire présente à ce rendez-vous, à ce grand rendez-vous, dresse son bilan. Bonjour à tous. Horreur à Paris, une semaine plus tard, c'est l'horreur à Bamako. Les messages de solidarité se multiplient. Le président Alassane Ouattara adresse un télégramme au président malien Ibrahim Boubacar Keïta. C'est avec une profonde consternation que j'ai appris la triste nouvelle de l'attentat terroriste survenu le vendredi 20 novembre 2015 à l'hôtel Radisson à Bamako. Sensible à cette tragédie qui frappe votre pays, le gouvernement et le peuple ivoirien se joignent à moi pour condamner avec fermeté ces actes terroristes ignobles qui rien ne saurait justifier et qui portent gravement atteinte à la quiétude du peuple malien frère. Je voudrais présenter mes sincères condoléances aux familles endeuillées par cette barbarie, ainsi que mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Je suis persuadé que votre vaillant peuple, profondément meurtri par ces actions terroristes, saura surmonter cette nouvelle épreuve. Très haute et fraternelle considération. Et c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Après l'attaque sanglante, le gouvernement malien a annoncé un deuil national de 3 jours et l'état d'urgence pour 10 jours à compter de vendredi minuit après l'attaque djihadiste qui a fait une vingtaine de morts et 7 blessés à Bamako. C'est le tout dernier bilan. Roger Appé et Christelle Melan. Réunis en conseil des ministres extraordinaire après l'attaque de l'hôtel de Radisson Blu en plein cœur de Bamako, le gouvernement malien a déclaré l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national à compter du 20 novembre à minuit. Une décision jugée indispensable pour faire la lumière sur les attaques de vendredi. Rentré précipitamment d'un sommet des pays du Sahel N'Djamena au Tchad, le chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta est monté au créneau. Il a annoncé plusieurs mesures pour renforcer les moyens juridiques des autorités administratives et sécuritaires dans la recherche des responsables de l'attaque. Au cours d'un discours à la télévision publique, le président malien a fait état d'un bilan de 21 morts et 7 blessés dans l'attaque, sans précision sur les identités. Quelques heures auparavant, une source militaire malienne avait estimé de son côté qu'au moins 3 terroristes avaient été tués ou s'étaient fait exploser lors de l'attaque. Des Russes, 3 Chinois, un Américain et un haut fonctionnaire belge en mission à Bamako figurent parmi les victimes annoncées par leurs pays respectifs. Le Conseil des ministres a aussi décrété un deuil national de 3 jours sur toute l'étendue du territoire national à compter de ce lundi, en hommage aux victimes de la prise d'otages. L'assaut a été revendiqué par le groupe djihadiste de Mokhtar Belmokhtar Al-Mourabitoun, qui a indiqué qu'il s'agissait d'une opération conjointe avec Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et parmi les 19 otages qui ont péri figurent un ressortissant américain, un haut fonctionnaire belge en mission à Bamako et 3 ressortissants chinois. Il faut signaler qu'il y avait au total une quinzaine de nationalités. Un Ivoirien fait partie des otages libérés. Sangaré Ablaye, conseiller technique du ministre de la Communication, qui a témoigné hier sur nos antennes. Cette attaque survient une semaine après les attentats de Paris. L'Union européenne a décidé vendredi de durcir les contrôles à ses frontières extérieures pour répondre aux failles apparues après les attaques de Paris, pendant que l'enquête montrait qu'au moins 2 de leurs auteurs avaient suivi le chemin des migrants pour venir en Europe. Le Conseil de sécurité de l'ONU a pour sa part adopté à l'unanimité hier une résolution française qui permet de prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre le groupe État islamique. Dans le même temps, la Belgique a décidé de placer la capitale du pays, Bruxelles, en état d'alerte maximale durant tout le week-end en raison d'une menace sérieuse et imminente liée à des armes et des explosifs. Des mesures comme la fermeture du métro et l'annulation des manifestations publiques sont actuellement en cours.
Ici en Côte d'Ivoire, le Conseil national de sécurité est à pied d'œuvre pour l'installation des conseils régionaux de sécurité. Après la région du Bélier, c'est au tour de la région de Gbeke de se voir dotée de cet outil régional de lutte contre l'insécurité. Mais avant, 60 enquêteurs ont été désignés. Ils devront élaborer le diagnostic de la sécurité de la région de Gbeke. Reportage Soro Corona, commentaire Léon Brou. Le diagnostic de sécurité pour la région de Gbeke au centre des travaux de ce conseil régional de sécurité. Pendant 5 jours, à compter de ce lundi 23 novembre 2015, 60 enquêteurs vont investir les départements et sous-préfectures de la région de Gbeke. Ils devront auditionner plus de 1000 personnes pour recueillir les attentes des populations en matière de sécurité. Ces informations vont permettre au conseil régional de sécurité d'adopter à terme le plan stratégique pour améliorer l'environnement sécuritaire dans la région de Gbeke. Le secrétariat national du Conseil national de sécurité a demandé de faire ce qu'on appelle une évaluation préalable du niveau de sécurité de la région de Gbeke. Les informations que les enquêteurs vont recueillir, permettront d'améliorer les réponses à apporter aux phénomènes de sécurité dans le cadre des 108 réformes. Pour cette enquête, 2 cibles à auditionner, les autorités locales et les ménages. Nous avons le guide d'entretien qui sera donc administré aux autorités politiques et administratives. Le guide d'entretien nous permettra donc d'avoir des informations qualitatives, notamment la vision des autorités locales. Il y aura le guide de questionnaire qui est adressé aux ménages. Cette étape des diagnostics locaux de sécurité intervient après plusieurs autres déjà exécutés dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité voulue par le président de la République Alassane Ouattara pour améliorer le quotidien des populations. Sensibilisation à l'appropriation de la notion de réforme du secteur de la sécurité, installation des conseils régionaux de sécurité, etc. À Beaunois, 52 kg de drogue ont été saisis. 2 individus ont été interpellés. L'opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la drogue en Côte d'Ivoire. À Boussanogo. La lutte contre la prolifération de stupéfiants en Côte d'Ivoire se poursuit. 52 kg de cannabis sont dans des bouches avoisinant la somme de 1 500 000 francs CFA, saisis par les hommes de la direction de la police des stupéfiants et des drogues à Benyiri, sous quartier de la ville de Beaunois. Cette quantité de drogue en provenance du Ghana voisin par le flanc lagunaire, passant par Assini, avait pour zone de transit Beaunois avant d'être livrée sur le marché à Abidjan. Une opération menée par la police des stupéfiants et des drogues a permis l'interpellation de 2 individus. Demandant à la population de se détourner de la drogue parce que les effets de la drogue sont néfastes et dangereux pour la santé humaine, pour la société. Ces 2 individus seront déférés devant le parquet du Plateau. Comme annoncé dans nos titres, dans le cadre de la lutte contre la grande criminalité, la direction de la police criminelle met fin aux activités d'un gang qui sévissait dans le quartier de Williamsville-Payet 3. En plus de ce gang, un faux prêtre a été arrêté. À Boussanogo. Ce gang écumène nuitamment les riverains du quartier Payet. Au nombre de 5, ils ont attaqué une résidence de 2 immeubles à Williamsville-Payet 3 dans la commune d'Adjamé. Lors de cette attaque, Massé Dosso, ex-sous-directeur de la statistique et de l'économie, ex-conseiller du directeur général des douanes ivoiriennes, a trouvé la mort. Suite à ces faits, la direction de la police criminelle a réussi à interpeller 3 des 5 présumés coupables de ce meurtre à Abobo et Payet 3. Interrogés, ils n'ont fait aucune difficulté pour reconnaître les faits. Ils ont à leur actif 5 attaques dans le secteur Ashma, Payet 3. L'opération menée par la direction de la police criminelle a permis la saisie à leur domicile d'une Kalachnikov, 2 pistolets automatiques, un fusil calibre 12 à canon scié et des munitions. Célestin, lui, se faisait passer pour un prêtre du diocèse de Grand Bassam. Il a tenté d'escroquer une structure financière de la place en vue d'organiser un arbre de Noël en décembre prochain. S'attachant les services d'un huissier de justice pour s'assurer de la véracité d'un tel projet, les conclusions ont vite fait de convaincre les responsables de la société financière qu'elle avait affaire à un escroc. L'individu qui s'est fait appeler l'abbé Yahou Célestin n'est pas prêtre et Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, n'a nullement adressé de demande d'aide à la dite société. Je ne suis pas homme de Dieu, donc quand j'ai déposé la demande,
On m'a demandé de venir récupérer le chèque. Comme je ne pouvais pas partir en civil pour ne pas que les gens doutent, je me suis trouvé cette tenue pour que les gens enlèvent le doute en eux. Mais malheureusement, ils avaient déjà appelé Grand Bassam. J'ai beaucoup de regrets, non seulement pour mes proches, pour ma famille, pour mes amis, pour la femme de ma vie. Au terme de l'enquête, ces individus seront conduits devant le parquet pour répondre de leurs actes. Après sécurité, TIC, pour parler du 9e forum TIC pour tous, une plateforme d'échange sur l'avenir d'une Afrique davantage portée sur le numérique. Parmi les pays invités, la Côte d'Ivoire. Ce forum a pris fin. Quels sont les acquis? Quelles sont les perspectives? Faisons le bilan avec Franck Wadio. Pays invité d'honneur à ce 9e forum sur le TIC pour tous de Hammamet en Tunisie. La Côte d'Ivoire, représentée par le ministre des Postes et des TIC Bruno Nabagné-Koné et sa délégation d'opérateurs du public et du privé, a fortement marqué sa présence. Accord de principe relatif au prochain sommet sur la formation à distance, le projet MOOCs, et surtout plusieurs rencontres avec des opérateurs tunisiens. Il y a eu des conventions signées. Au-delà des conventions, il y a eu des actes posés. Il y a eu des personnes recrutées, puisque l'une des entreprises tunisiennes nous a informé qu'elle avait recruté une trentaine de personnes à Abidjan. Donc tout cela montre qu'il y a du concret. L'idée est donc d'étoffer la collaboration. Un exemple concret, une démonstration de présence depuis Hammamet, un échange entre le ministre Nabagné, les opérateurs tunisiens et les techniciens du VITIB restés à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Des perspectives bonnes répétées par le ministre de la Poste et de l'économie numérique tunisien Nouman Ferry lors de sa conférence de presse sur l'espace réservé à la Côte d'Ivoire. De quoi satisfaire les opérateurs ivoiriens. Tout ce qui est présenté ici dans ce salon va pour l'amélioration de la vie des populations. Et du coup, la panoplie de services, de projets que nous avons présentés ont trouvé plutôt beaucoup d'intérêt au niveau des populations que les structures présentes ici. Il faut noter aussi que déjà, certaines structures tunisiennes travaillent avec l'ANSUT en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas que ce seul partenariat, mais nous l'avons trouvé dynamique et il nous permet d'aller de l'avant. Et pour renforcer la volonté de collaboration entre les deux pays, la Tunisie a offert à la Côte d'Ivoire un bureau permanent pour tout opérateur de passage à Tunis, remise officielle à Hammamet, puis bureau réceptionné le lendemain à Tunis par le conseiller technique du ministre Bruno Nabagné-Koné. Et dans la même veine, le plus grand rendez-vous du numérique et des TIC d'Afrique tiendra sa 2e édition à Abidjan du 3 au 5 décembre 2015. L'annonce a été faite par les organisateurs au cours d'une conférence de presse. Dramous Koné et Eman Niamien. Développer le continent africain en utilisant le transport, la ville et les énergies de façon intelligente en complicité avec les TIC. Ainsi peut se résumer la thématique de cette 2e édition de l'Africa Web Festival qui se tiendra à Abidjan du 3 au 5 décembre sous le parrainage du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ce festival ambitionne d'être une plateforme majeure consacrée au numérique et au TIC en Afrique francophone. On va avoir les 3, 4, 5 des jeunes de France, de Canada. Et puis la nouveauté aussi, c'est le thème. Transport, énergie et ville intelligente. De nombreux pays sont attendus, dont 15 issus du continent africain, ainsi que des invités de notoriété, notamment Michael Jean, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Beaucoup de jeunes utilisent mal les technologies parce qu'ils ne savent pas les opportunités que permettent les technologies. Ce qui va permettre, l'Africa Web Festival va permettre de présenter en fait des jeunes qui seront des modèles. Il y a par exemple des jeunes qui étaient inconnus, qui ont développer des projets concernant l'agriculture et en moins d'une année qui ont visité 12 pays. Ce dont les jeunes ont besoin, ce sont des repères, ce sont des modèles. Et l'Africa Web Festival va leur permettre d'avoir ces repères, d'avoir ces modèles. Aujourd'hui, avec les technologies de l'information et de la communication, les distances sont raccourcies. Et l'Afrique ne peut pas se mettre en dehors de ces facilités qui sont offertes, de ces opportunités qui sont offertes.
S'inscrivant dans la dynamique de l'actualité, cette deuxième édition compte créer le lien avec les préoccupations de la COP21. À cet effet, le festival se conclura sur un appel dit Appel d'Abidjan qui verra la communauté numérique s'engager pour la préservation de l'environnement. L'actualité, c'est aussi le CAFOP de San Pedro qui a ouvert officiellement ses portes et c'était devant plusieurs personnalités administratives, politiques et traditionnelles. Commentaire, Emma Niamien. La direction administrative du Centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP de San Pedro a pris prétexte de la cérémonie de salut aux couleurs pour marquer l'ouverture effective de cet établissement public de formation d'instituteurs. Le directeur du CAFOP précise que cette cérémonie a pour objectif de rendre visible l'existence de cette nouvelle structure académique de formation. Les conditions sont un peu difficiles. On a des problèmes au niveau des tables mobilier scolaires. Vous imaginez que c'est une école primaire ici. Les conditions sont restées intactes. Nous évoluons donc dans ces classes-là avec le mobilier qu'on a bien voulu mettre à notre disposition. Pour le moment, c'est le mobilier des tout petits. Du CP1 jusqu'au CE2, par exemple, vous voyez que les enfants sont petits. Donc nos stagiaires ont du mal à s'accommoder de ces mobiliers scolaires-là. Le CAFOP de San Pedro occupe provisoirement les 12 salles de classe de l'école primaire publique Bado Centre Cantino. C'est donc ici que les 400 élèves maîtres, dont 240 filles, reçoivent les cours en attendant l'achèvement des bâtiments du CAFOP en construction sur un autre site. Le personnel d'encadrement et de formation des élèves maîtres est composé de 47 professeurs. Le préfet de région, Ousmane Koulibaly, salue l'ouverture de ce CAFOP. Le projet Emploi Jeunes fait des heureux dans le département de Prikro. 66 jeunes bénéficient de ce projet financé à hauteur de 22 500 000 francs CFA. Reportage Kader Sogodogo. Ils sont 66 jeunes du département de Prikro dans la région de Lifou, répartis dans 4 secteurs d'activité. Le commerce, l'artisanat, l'élevage et l'agriculture qui bénéficient d'un financement de 22 500 000 francs CFA. Cette opération s'inscrit dans le cadre du projet Emploi Jeunes, initié par le ministère délégué auprès du président de la République, chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. La remise officielle des chèques a été faite par le maire de Prikro en présence des forces vives du département. Au nom de ses administrés, Antoine Ekrakwakou traduit toute la reconnaissance du pays en or à l'État de Côte d'Ivoire. La première dame avec le fonds 5C avait commencé à s'occuper de nos femmes. Et puis on s'interrogeait en ce qui concerne les jeunes. Et puis le ministre Sidou Touré a répondu favorablement à nos aspirations. Des bénéficiaires dont la flamme de l'espoir en des lendemains meilleurs est désormais ravivée. Le commerce va s'agrandir, tout va être comme je veux, quoi. Je lui dis merci beaucoup au gouvernement et je donne beaucoup de courage à mes amis de beaucoup se patienter, ceux qui n'ont pas encore eu. Quelques petits soucis techniques, mais nous allons poursuivre ce journal pour parler environnement. Bientôt, la conférence sur le climat à Paris, la COP21, se tiendra précisément du 30 novembre au 11 décembre. Mais avant, place aux préparatifs. Le réseau des organisations des jeunes leaders africains des Nations Unies pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, section Côte d'Ivoire, et la Fédération nationale des unions de jeunesse de Côte d'Ivoire ont organisé un panel d'échanges sur le changement climatique. Reportage Emma Niamien. Les dirigeants du monde entier se réuniront du 30 novembre au 11 décembre prochain à Paris en France pour conclure un accord visant à maintenir le réchauffement de la planète de 2 degrés Celsius d'ici 2050. En prélude à ce rendez-vous mondial sur le climat, chaque pays se mobilise pour préparer un document comme contribution nationale pour l'atteinte de cet objectif. La jeunesse partie prenante à cette rencontre se mobilise pour faire entendre sa voix. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce panel sur le climat co-organisé par le réseau des organisations des jeunes leaders africains des Nations Unies pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, section Côte d'Ivoire, et le FENUGESI, la Fédération nationale des unions de jeunesse de Côte d'Ivoire. Pour nous, le faisant, c'est un renforcement de capacité de la jeunesse sur la question du changement climatique et en même temps s'instruire et pour faire des propositions. Un plaidoyer fort pour que à ces grandes rencontres,
la voix de la jeunesse soit entendue. Le représentant de la jeunesse ivoirienne à ce rendez-vous mondial dit avoir les arguments nécessaires pour représenter dignement le pays. Pour nous, le changement climatique est une question transversale. Elle touche donc tous les secteurs et nul ne doit rester en marge de ce combat-là pour pouvoir préserver notre planète. Et donc, les objectifs étant fixés à maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés concerne également nos pays. Entre 20 000 et 25 000 personnes sont attendues à cette conférence et un peu plus de 40 000 si l'on inclut les visiteurs qui ne prendront pas directement part aux négociations. Environnement et puis santé, avoir une belle dentition, une raison qui conduit de plus en plus les patients chez leur dentiste. D'ailleurs, le sujet était au centre d'une rencontre de praticiens dentistes récemment à Abidjan. Patricia Omouetia. Selon les chiffres, le motif esthétique a constitué ces 10 dernières années 25 à 30% des consultations en odontologie sur le continent africain. Si ces chiffres attestent de la progression de l'esthétique dentaire, ils mettent les praticiens dentistes au défi de la formation continue afin de répondre aux aspirations des patients. D'où le thème choisi pour ces premières journées de l'esthétique dentaire, à savoir l'Afrique vers la pointe de l'esthétique dentaire. Au travers des premières journées de l'esthétique, il s'agit pour nous de viser 3 objectifs. Dans un premier temps, aider à la formation de nos collègues de façon scientifique après leur doctorat pour les mettre à niveau. Deuxièmement, leur apporter les nouvelles technologies, les avancées technologiques en la matière au niveau de toutes les sciences de la tête et du cou, notamment en odontostomatologie. Et troisièmement, permettre de mettre à la disposition de la population ivoirienne et des décideurs le plateau technique qu'il faut, les conseils d'usage. Comment expliquer ce recours à la chirurgie ou à d'autres techniques médicales pour avoir une belle dentition? C'est à cette question qu'a répondu Dr Dorsaf Ben Mahmoud, une chirurgienne dentiste tunisienne venue spécialement pour partager son expérience de l'esthétique dentaire. Selon Dr Dorsaf Ben Mahmoud, le désir d'être bien vu, de s'intégrer socialement et d'avoir un atout au niveau professionnel pour certains corps de métier sont entre autres raisons qui motivent les patients à l'esthétique dentaire. Notons que cette rencontre d'Abidjan a vu la participation de 120 chirurgiens dentistes. Tous ont pris la résolution de mettre sur pied la Société africaine de l'esthétique dentaire dès l'année 2016. Intéressons-nous à la rentrée scolaire 2015-2016 du Centre ivoirien de formation des cadres de la sécurité sociale, rentrée solennelle de cette école. Donc, l'école qui va former pour les 2 années à venir 119 cadres venus de plusieurs pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire. Guillaume Zéré et Amman Niamien pour plus de détails. Ils sont 116 élèves venus du Tchad, du Congo-Brazzaville, de la Centrafrique, du Gabon, de la Guinée et bien entendu de la Côte d'Ivoire. Ces élèves constituent les promotions 2015-2016 du CIFOX, le Centre ivoirien de formation des cadres de sécurité sociale. Cette cérémonie marquant la rentrée officielle de ce centre est pour la direction de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS un moment important. Nous voulons que cet établissement soit véritablement un établissement phare pour la sécurité sociale. Nous sommes les médecins du social et il est important que ceux-là même qui doivent recevoir, ceux-là même qui doivent parler de sécurité sociale soient très bien formés. Être leader en Afrique de l'Ouest en matière de formation sociale, un challenge qui ne saurait se distinguer de la pratique de l'excellence. C'est pourquoi, à ces novices et professionnels de la sécurité sociale, le directeur du CIFOX a recommandé un taux de réussite de 100%. Et vous-même, vis-à-vis de vos parents, à qui vous avez dit que vous venez pour un diplôme, mais finalement, vous n'avez pas le diplôme, et vous retournez dans votre caisse, quel sera votre positionnement ? Message bien perçu des futurs cadres moyens de sécurité sociale, des contrôleurs d'exploitation, des contrôleurs en prévention et techniciens de sécurité sociale. On a la chance d'avoir plusieurs caisses présentes ici, donc on va essayer vraiment de changer les pratiques, les expériences, tout ça, pour pouvoir relever ce défi. Le CIFOX, créé en 1984, fait partie de l'IM2S, l'Institut au métier de la sécurité sociale, situé à l'agence CNPS de Yopougon. De ces centres sont sortis des cadres bien connus de la sécurité sociale, tels que les acteurs directeurs généraux de la CNPS et de la CGRAU. Parlons maintenant de la Journée internationale des droits de l'enfant. Une ONG invite les populations au respect des droits des enfants. Regardez.
Enlèvement et sacrifices rituels, négligence, coups et blessures, mariage forcé, violence verbale sont autant de formes de violences faites aux enfants. Pour lutter contre ces violations des droits des enfants, le 20 novembre de chaque année, le monde se mobilise pour dire stop aux violences envers les enfants. À cette occasion, l'ONG Dignité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire de Dessy instruit les parents sur le respect des droits de l'enfant. Vous pouvez vous retrouver avec un enfant de moins de 2 ans, violé jusqu'à 16 ans, 17 ans. Donc c'est vraiment un phénomène qui prend de l'ampleur, je dirais. Et nous devons ensemble lutter contre ces violences. Malgré la pluie, les enfants ont livré leur message aux parents. Ils l'ont exprimé à travers des sketchs et matérialisé par un arbre de rêve qui symbolise la paix, la tranquillité et la non-violence pour eux. L'enfant a droit à l'alimentation, à l'identité, à la santé. L'enfant a le droit d'aller à l'école. Il faut respecter les droits des enfants parce que c'est très important. Les enfants ont le droit de grandir comme tous les autres, comme tout le monde. Il ressort du rapport de 2014 de l'analyse de la situation de l'enfant que 2 enfants sur 3 sont privés de leurs droits fondamentaux. Et dans le même temps, l'ONG Save Children fait la promotion des droits de l'enfant à Zopé. Restons toujours avec Ami Sissoko. Les malheurs ont commencé quand je suis tombée enceinte de mon prof de maths. Mes parents n'arrivaient plus à m'envoyer de l'argent. J'étais obligée de céder à ces avances. Et Dieu, si les internats existent encore, aidez-nous. Afin d'aider les enfants, le monde entier se mobilise tous les 20 novembre pour lutter contre les violations des droits de l'enfant. Une occasion saisie par l'ONG internationale Save the Children, soutenue par l'ambassade de Suède, pour faire à Azopé un plaidoyer auprès des communautés, principaux acteurs de l'épanouissement de l'enfant. Évitez d'engager vos enfants dans les travaux trop pénibles et impliquant la manipulation d'outils dangereux et produits toxiques. Plutôt scolarisez-les et restez très vigilants, car les violences sexuelles sont généralement orchestrées dans l'environnement social proche de l'enfant. La non-déclaration des naissances, les grossesses en milieu scolaire, la malnutrition sont entre autres les thèmes abordés dans les sketchs, chants, danses et poèmes. Face à cette situation, le Parlement des enfants appelle à l'aide. Depuis l'année dernière, l'État a mis en place notre Parlement, que les moyens soient mis en œuvre afin de mener activement nos actions de communication, de sensibilisation de l'ensemble des populations. L'ONG Save the Children entamera en 2016 une nouvelle campagne de plaidoyer auprès de l'État et des leaders communautaires. Une campagne pour favoriser le vote et la mise en application des lois et systèmes de protection de l'enfant. Des actions qui visent à mettre fin aux violations des droits de l'enfant. Un mot de culture avec l'Association nationale des danses traditionnelles du Grand Nord qui entend valoriser la culture de la région. Depuis sa création, plusieurs activités et actions sociales sont initiées. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie de ses membres. Chantal Eouma à Kandan. Valoriser la culture de la région du Grand Nord. C'est l'objectif principal de l'Association nationale des danses traditionnelles du Grand Nord, ADTGN. Installée sur l'ensemble du territoire national, cette association dépositaire de nos valeurs culturelles s'investit à les pérenniser et à améliorer les conditions de vie de ses membres. On a mis l'association en place pour juste une couverture sociale. Mais aujourd'hui, on a eu un sinistre, sont venus de remise de chèques qui a été donné à M. Silvio Ousmane, l'un des animateurs de la radio. Donc j'invite tous ceux qui sont sur le territoire national, danse traditionnelle, ce qu'il faut s'adhérer et je pense que c'est pour une bonne vie pour tout le monde. L'Association nationale des danses traditionnelles du Grand Nord est créée en février 2015. Elle ambitionne construire un hôpital au profit de ses membres et réunir les années à venir au sein d'une même plateforme tous les chanteurs et danseurs traditionnels du Grand Nord.
L'Observatoire national de l'équité du genre a décidé d'impliquer les prêtres catholiques responsables de la santé dans la sensibilisation sur la réduction des inégalités entre hommes et femmes et la promotion de l'équité. Plus de 60 prêtres catholiques venus de tous les diocèses du pays ont renforcé leur capacité en matière de techniques de sensibilisation sur l'équité. Soro Corona, regardez. Depuis une décennie, les programmes des Nations Unies ont introduit le concept de genre et d'équité entre l'homme et la femme dans leurs projets de développement à travers le monde. En Côte d'Ivoire, ces notions restent encore moins perçues par les populations et notamment par les guides religieux. Le présent atelier vise à accélérer le processus d'appropriation par ces acteurs de la sensibilisation de ces concepts. Il s'agit en effet pour l'Observatoire national de l'équité et du genre, ONEG, de former les religieux à l'assimilation des questions de genre et d'équité. Cette Église catholique fait beaucoup d'activités de développement qu'elles intègrent la dimension genre, la réduction des inégalités dans leurs programmes et projets de développement en Côte d'Ivoire. Durant 3 jours, les responsables diocésains de Côte d'Ivoire ont été sensibilisés sur les notions de sexe, de genre, de stéréotypes et de violences basées sur le genre, des modules pour impliquer l'Église catholique dans la réduction des inégalités entre l'homme et la femme. Il y a de nouveaux concepts, il y a de nouveaux défis. Et comme c'est une église qui est à l'avant-garde du salut des âmes et du corps, nous avons pensé que cette année, il serait très important pour voir un peu quelles sont les opportunités qu'elle offre au monde aujourd'hui. Les guides religieux, on le sait, sont des leaders d'opinion. Avec cette formation, ils constituent désormais des acteurs de la promotion du genre et de réduction des inégalités entre l'homme et la femme, ce défi national. L'information capitale du jour, après l'attaque sanglante au Mali, le gouvernement malien a annoncé un deuil national de 3 jours et l'état d'urgence pour 10 jours à compter de vendredi minuit après l'attaque djihadiste qui a fait une vingtaine de morts et 7 blessés à Bamako. C'est le tout dernier bilan. Et le président Alassane Ouattara a exprimé sa solidarité ce matin au peuple malien. C'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité. Boubacar Keïta est monté au